Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est Jean-Charles Kurdali. Pour ce 13e épisode, je suis avec Stéphane Brun, ancien joueur de basket professionnel qui est notamment passé par le SLUC, l'équipe de Nancy, ma ville d'origine, avec laquelle il a remporté le titre de champion de France en 2011. Donc j'ai tout de suite remercié Stéphane pour ce titre d'ailleurs lorsqu'il est arrivé au studio. Moi je suis fan de basket depuis longtemps, j'avais un peu délaissé depuis quelques années et je suis retombé sur Stéphane en fait via sa chaîne YouTube First Team qu'il a cofondée et qui est dédiée à la NBA, et depuis donc je reçuis la NBA depuis octobre 2018. Donc c'était avec beaucoup de plaisir que je l'ai accueilli sur ce podcast. Stéphane dans sa carrière a joué dans 12 clubs, il a fait une carrière qui a duré quand même 16 ans, donc c'est une longue carrière professionnelle avec laquelle il a connu l'équipe de France, il a remporté plusieurs titres de champion de France en Pro A et en Pro B. Et maintenant depuis 3 ans il est consultant et il travaille chez RMC, aussi bien sur la chaîne de télévision RMC Sport qu'à la radio, et du coup il fait des commentaires sportifs, donc il commente les matchs, il donne des émissions de basket et également des émissions omnisport. Donc pas mal de sujets abordés, aussi bien pour sa carrière sportive, l'avant-carrière, pendant la carrière et l'après-carrière, et des sujets connexes à tout ce que Stéphane a pu faire dans sa vie tout simplement. Donc j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à tout de suite avec Stéphane Brun. Bonjour Stéphane. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien, en pleine forme, merci de m'accueillir. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Comme je te disais, je te remercie déjà, comme je t'ai dit, quand t'es arrivé pour le titre de champion de France avec Nancy en 2011, je le redis. Ça permet d'afficher encore une fois d'où je viens et ça fait très plaisir. Et un fan de basket depuis que je suis tout petit, donc ça fait très plaisir de t'avoir. C'est toi qui faisais la mascotte, non ? Je faisais pas la mascotte, mais j'aimais bien la mascotte. J'aurais bien aimé, ça peut m'être fait voir tous les matchs au moins, la mascotte. C'est physique, hein ? C'est physique, c'est vrai. Tu fais 50 degrés là-dedans. Putain, ouais. Bah écoute, dans une autre vie peut-être. et du coup, j'ai un truc que j'ai vu sur Wikipédia pour commencer, je vais être sûr. Fais attention à Wikipédia, parce que c'est des mecs à RMC qui s'amusent parfois à changer ma page Wikipédia. Écoute, tu vas me le dire tout de suite. L'histoire autour du curling, là, voilà, ça c'est signé Arthur Robert qui se reconnaîtra, qui est réal de l'after sur RMC, qui lui maîtrise Wikipédia et qui aime bien raconter des conneries et changer les fiches Wikipédia des uns et des autres. Il faut que tu contres ça, parce que là sur Wikipédia t'es le Javal McGee de la glace. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent pas Javal McGee, il se fait un peu souvent, c'est un peu le bouc émissaire de Shaquille O'Neal dans Shaq Tino Full, mais qui est un bon joueur de basket. Donc si j'avais fait la carrière de Javal McGee, j'aurais été très content. Il a une bague. Oui, mais c'était plus le côté, un peu béné, quoi, un peu idiot, quoi. C'était pas très sympa. Et puis après, il dit en gros que tu soutiens le curling, et c'est vrai que le curling soit plus mis en avant du coup dans le sport. Donc alors, pour être clair, j'en ai rien à cirer du curling. C'est pas mon sport favori. Il y a pas de souci. Et c'est vrai que Javal McGee c'est comme un bon joueur, faut le dire, et j'avais cru même entendre qu'il le prenait assez mal justement et qu'ils avaient un peu arrêté. Ouais, il a mal vécu alors qu'il a fait une belle saison cette année. Alors dans le marasme des Lakers, il a été très bon, il a quand même été champion avec les Warriors avec un rôle plutôt important. Et puis pour la petite histoire, Javal McGee c'est le fils, mais là tu vas pas connaître, d'un ancien joueur américain qui a joué longtemps en France, à Antibes et à Gravelines, George Montgomery. Donc Javal McGee c'est le fils d'un ancien joueur de Pro. Parce que pas le même nom de famille du coup. Ouais. Et ben c'est incroyable de voir justement les lignées des fois de joueurs dans d'autres sports aussi, hein, mais de père en fils ou beaucoup. Alors moi là je suis en train d'arriver dans une étape où maintenant je commente les matchs et que je commente de plus en plus de fils de joueurs avec qui j'ai évolué au début de ma carrière. Donc il y en a plein, et puis ça va être le futur de l'équipe de France, les fils d'Igbeu, fils Chikambu, Chikambu aussi, qui a joué à Nancy aussi. Ouais, Jason Chikambu qui est à Strasbourg. Non, dans tous les fils, après ça reste, c'est une génétique, hein, quand même, hein. C'est la science, c'est le gène humain, le gène du sportif. Et puis quand le gamin il est bercé toute son enfance, quand son père est encore joueur et qu'il l'emmène à tous les entraînements et tout ça, il vit aussi dans un milieu c'est vrai. Je me souviens j'avais lu la biographie de Kobe Bryant l'année dernière, justement quand il était parti en Italie, quand il était tout jeune, et il racontait, enfin c'était incroyable du coup cette biographie, où il dit à toute l'équipe, alors qu'il a genre 9 ans, je serai meilleur que vous très vite. Oui. Après il était à Mulhouse, Kobe Bryant. Le père de Kobe Bryant. Le père de Kobe, et Kobe faisait des tirs pour les entraînements sur le parc. À Mulhouse aussi, c'est vrai, exact. Et ben, c'est encore une fois ça confirme la génétique du coup. Exactement. Alors, je crois quand même il y a quand même aussi une part il y a beaucoup de travail quand même, il n'y a pas que la génétique. Bien sûr, il y a beaucoup de travail, mais bon, pour être amené à faire un sport, il faut être amené à l'avoir connu plus jeune aussi, hein. Quand t'es enfant de basketteur, t'as forcément un ballon dans la main, c'est le premier truc que t'es bercé avec ça. Après, il faut avoir aussi envie de le faire, il faut aimer ce sport. Moi, je sais que mon fils, pourtant j'ai mis beaucoup de ballons dans les mains, il m'a pas l'air très passionné du basket, il fait du golf. Ouais,
j'ai vu ça sur Instagram, t'avais mis. Il fait du golf, mais ça ne dérange pas. Mais après, il y a forcément, quand vous êtes baigné dedans et que vous allez voir tous les matchs de votre père, vous allez voir tous les entraînements de votre père, avec votre père dans le salon, il regarde que les matchs de basket à la télé, vous êtes forcément baigné dans cette atmosphère-là. Donc, ça aide à vous orienter sur ce sport-là. Est-ce que toi, t'as grandi justement une famille sportive? Ouais, moi, mon père était basketteur professionnel. Il a joué à Caen avec Georges Eddy, dans la même équipe que Georges Eddy. Donc moi, j'ai été baigné par le basket, même si j'ai commencé par le tennis. Parce que mon frère faisait du tennis, j'ai fait beaucoup de tennis. J'ai vu que t'étais 15-2 à 12 ans. J'étais 15-2 à 12 ans, j'étais 5e français à 12 ans. Ce que j'allais dire, c'est que ça parle plus aux gens, parce que 15-2, les gens savent pas forcément. Ouais, 5e français à 12 ans, j'ai fait des grands tournois, Boulogne-Billancourt, les petits As. Non, pas les petits princes à Annecy. Voilà, j'ai joué contre Mickaël Laudra, j'ai joué contre Paul-Henri Mathieu, cette génération-là. Beaucoup de tennis, et donc j'ai arrêté pour faire du basket, et maintenant je reprends le tennis. Et limite, j'aime autant le tennis que le basket. Je veux dire, chez moi, tu viens, tu peux très bien tomber sur un tournoi de tennis. Toute la journée, je regarde du tennis. Là, il y a le tournoi de Madrid. Je t'empêche de regarder le tournoi de Madrid, là. Non, tu m'empêches pas, mais. On ira voir après. J'ai regardé Wawrinka qui a mis une volée à Pierre Hugerbert, là, ce matin. 6-3, 6-2, j'ai vu. Exactement. Et attends, on va revenir juste. Donc, le tennis, dans un premier temps, t'as commencé quoi, vers quel âge? Très jeune, Très jeune. 4-5 ans, j'ai 5 fait ans. mon premier tournoi, je devais avoir 6 ans, je crois. Avec une raquette qui était plus grande que moi. Et justement, donc, qu'est-ce qui faisait que tu t'étais mis au tennis plutôt que mon frère était au tennis, ma mère adorait le tennis. Donc moi je suivais mon frère parce que ma mère emmenait mon frère sur les tournois. Moi j'étais derrière dans la voiture, donc forcément pareil à traîner avec une raquette à la main. Tu devais beaucoup jouer, pour arriver 5e français. Je jouais beaucoup. J'étais en tennis études, avec école le matin, tennis entre midi et 2, en mangeant un petit sandwich, après école, après de nouveau tennis le soir. C'est ça aussi qui fait peut-être que j'en ai trop fait trop jeune et qui fait que j'ai un petit peu saturé. Mais t'as lâché vers quel âge, du coup? J'ai lâché quand mes parents ont divorcé, en fait. C'était le début. Je sais plus. Quand j'avais 13 ans, je crois. 13 ans, j'ai arrêté. Je me suis mis au basket. Donc au final, t'avais pas du tout joué. Ouais, mais si, je tripotais le ballon. Je jouais en amateur. J'accompagnais mon père quand après il était manager général du Mans, le club de basket. Donc j'allais des fois avec lui voir les entraînements et tout ça, en loisir, quoi. C'était pas encore sérieux. J'étais plus tennis concentré à fond. C'était mon vrai sport, et puis le basket comme ça en loisir. Maintenant, après ça s'est inversé. C'était le basket mon métier, et le tennis en loisir. Et au tennis, à l'époque-là, c'était qui tes référents, justement? C'était qui? C'était Boris Becker. C'est les années 90, du coup? Ouais, c'était Boris Becker. J'adorais Boris Becker, Boom Becker, avec son service, son revers à une main. Après, j'ai adoré. C'était les débuts de Agassi aussi, un petit peu, mais j'étais pas fan. Sampras, j'ai beaucoup aimé, même si c'était un petit peu lisse à mon goût. Moi, j'aime bien les mecs qui sont un petit peu extravertis, qui sont un peu folklore. Donc c'est pour ça qu'après, il y a eu du Marat Safin. Mais après, après là, en ce moment, il y a du Nick Kyrgios, même si je suis fan absolu de Federer, mais si je continue sur les mecs un peu folklore. Alors, c'était fan de Federer, c'est un prérequis pour être sur ce podcast, faut être fan de Federer. Fan de Federer, mais Federer qui me fait souffrir de temps en temps, Federer qui a perdu des matchs. J'ai cassé des miroirs à cause de Federer, parce qu'il perdait des matchs. J'ai lancé ma claquette, même par inadvertance, ça a atterri sur un miroir qui a explosé chez moi. Si c'est à Roland Garros, faut que tu prennes des assurances, parce que quand Nadal, c'était. Ah oui. Non, c'était pas Roland Garros. C'était pas Roland Garros, non. Des Open d'Australie, des choses comme ça. Roland Garros, il gagne 3 matchs, je suis content déjà, c'est bien. Et du coup, donc tu te retrouves à switcher vers le basket. Et tout de suite, du coup, tu sens que, en mettant sérieusement dedans, que t'as des prédispositions dans le basket. Je sais pas, j'arrive à Annecy. Parce que t'arrives à 13 ans, donc il y a pas beaucoup d'années avant. Ouais, j'arrive à 13 ans à Annecy. Ma mère m'inscrit dans un club de basket, je débarque, je connaissais personne. J'avais mon petit survêt Reebok Blacktop, là, que mon père m'avait filé. Je joue au basket, oui, je joue au basket pour amuser, pour être avec les potes. De là à 13 ans, ils m'imaginaient pro, pas du tout. Moi, c'était plus, pour délire avec les potes. Après, il fallait impliqué dans la ville. Tu sais, quand tu arrives à 13 ans, tu rentres au collège, tu quittes tous tes amis, c'est compliqué. Donc le basket, c'était un moyen aussi d'avoir une vie un petit peu sociale, d'avoir des potes. Et ça a fonctionné d'ailleurs, parce que ces potes-là avec qui j'ai commencé le basket à 13 ans sont aujourd'hui mes amis, mes meilleurs amis. Donc c'était une bonne expérience, mais le basket pro, je l'avais pas envisagé. Après, quand j'allais à l'école, j'ai vite compris que les études, c'était pas mon truc aussi, donc il fallait peut-être se rabattre sur autre chose aussi. Ouais. Et en quoi ça t'a aidé le tennis peut-être au niveau du mental, au niveau, le sport individuel par rapport au sport collectif, ça... Très dur. Moi, j'ai fait un peu du foot aussi et je voyais que le tennis, quand j'ai vu qu'on pouvait pas se cacher derrière des joueurs, donc. Tu sais que
des fois j'y repense et j'ai un gros regret. Il y a des bons et des mauvais côtés, j'imagine. Ouais, mais j'ai un gros regret. Je me dis peut-être que j'aurais dû continuer le tennis. Des fois, je regrette. Je me dis, j'aurais pas dû me mettre au basket. J'aurais dû continuer le tennis parce que t'es tout seul, parce que moi j'ai été infect avec mes coéquipiers. Il y avait des mecs que je supportais pas, des caractères différents, des mecs qui m'insupportaient. Donc j'ai eu beaucoup de mal à vivre, à supporter. C'est ça aussi le sport co, c'est vivre en communauté, c'est accepter les caractères des autres. Et moi j'avais beaucoup de mal là-dessus, accepter les erreurs des autres aussi. Et je me dis que le tennis, en fait, c'était un sport pour moi. Alors c'est dur mentalement parce que c'est toi ta raquette. Donc ta raquette, quand tu l'as jetée une, deux fois au bout d'un moment, et si t'es pas bon, c'est pas la raquette, c'est toi. C'est très très dur de rester stable émotionnellement au tennis, mais c'est un sport, je crois, qui était fait pour moi parce que t'aimes bien contrôler, du coup. J'aime bien contrôler les choses, avoir cette capacité d'enchaîner les points. Ouais, t'as fait un mauvais point, faut la capacité de passer tout de suite au point suivant, de pas ressasser. Et puis ça permet de beaucoup de réflexion dans la tête tactiquement, capable de changer de tactique au cours d'un match, sur un premier set, sur un deuxième set. C'est ton propre coach pendant le match au final. Exactement. Et puis l'adrénaline que ça te procure, des points sensationnels que tu peux faire. J'adore ce sport. Franchement, c'est peut-être mon plus gros regret de me dire que j'aurais peut-être dû continuer dans le tennis. Mais c'est vrai que moi je le voyais pas dans le sens là, mais ça, je me disais, tu vois, que ça peut donner aussi des avantages au niveau mental notamment, que n'ont pas forcément les gens dans le sport collectif, parce que toi t'es toujours tout seul quand t'es au tennis, donc ça te développe des choses qui sont utiles dans la vie, je trouve. Tu vois, quand tu défends une balle de break à 30-40. Ouais, la pression est différente au basket, au tennis. Après, au basket, tu peux te cacher. Quand le moment est chaud, tu peux filer la balle à un autre mec. Tu peux, même si j'ai jamais été ce genre de garçon-là, moi, j'ai jamais eu l'habitude de me cacher. Donc, tennis, basket, oui, peut-être que le tennis m'a apporté certaines choses, mentalement, au niveau de la confiance en moi, au niveau des choses comme ça. Après, il y a beaucoup de différences dans ce sport. Ouais. Et quand tu arrives, du coup, enfin, t'as 13 ans, donc tu commences, mais après, il y a quelques années qui passent. Donc là, j'imagine, il y a un moment, tu sors du lot j'étais aussi. Bon, oui, j'étais bon. Je jouais, après, j'étais à Annecy, je jouais en cadet départemental et j'étais surclassé en senior départemental. Donc, le niveau est pas exceptionnel, mais je dominais. Enfin, je devais avoir, j'avais 17 ans, je jouais en senior avec des mecs de 40, 45, 50 ans. Donc je voyais que j'étais dominant, mais être dominant en cadet départemental, en senior départemental, ça te fait pas dire je vais devenir basketteur pro. Après, j'ai eu la chance que mon frère à cette époque-là faisait une fac de sport à Angers, l'IFEPS, je crois que ça s'appelait à l'époque, et que son prof de basket était le directeur de centre de formation de Cholet. Et mon père lui avait dit mon frère qui est plutôt bon basketteur, est-ce qu'il est possible de faire un essai, tout ça. Donc j'ai été invité au tournoi de la Jeune France de Cholet, qui est un tournoi international week-end de Pâques, chaque week-end de Pâques, qui existe encore maintenant, pour faire Cholet avait appelé 3-4 mecs pour faire des essais, pour jouer avec l'équipe de Cholet. Et puis j'avais été pris, donc c'était le début, j'ai envie de te dire, c'était le début, même si je me rendais pas vraiment compte du changement que ça allait me faire. Ah, ça faisait un gros changement parce que quand t'arrives dans un centre espoir comme ça. Bah moi je passais comme un pro déjà. Je passais 2-3 entraînements par semaine à faire le con sur le terrain pour les entraînements, à tirer du milieu de terrain, à déconner quoi, à 2 entraînements par jour au mois d'août avec de la piste, de l'athlétisme et tout ça. Changement de vie, là. Les 3 premiers mois j'ai clapsé, blessé partout, à mollet, adducteur, j'avais pas l'habitude, mon corps, moi j'étais pas formé encore, moi, j'avais pas de muscle, j'avais rien du tout, mon corps il m'a lâché. La préparation d'août, mon corps il était détruit. Et donc, quand tu t'es dit, si tu veux être pro, il va falloir taffer. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est ça, le basket, le basket sérieux. Je dis, ah oui. Écoute, après, t'as la chance à Cholet de voir des joueurs professionnels, et c'est quand tu t'es en espoir et que t'assistes aux entraînements pro, que tu commences à avoir des matchs amicaux en préparation de l'équipe pro, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est bonnard, il y a 5000 personnes, tu vois les mecs qui débarquent sur le parking, ils te racontent leurs histoires, tu vois qu'il y a aussi un petit peu d'argent dans ce milieu-là, les mecs qui débarquent avec les belles voitures, tu te dis, ah d'accord, c'est pas mal en fait, basketteur pro, donc il faut que je prenne ça sérieusement. Motivé, du coup, il faut que je prenne ça sérieusement, ouais. Donc là, tu t'y es mis. Je m'y suis mis avec encore mes qualités et mes défauts. Je dis pas que mes 3 ans à Cholet, ça a été un long fleuve tranquille. J'ai fait beaucoup de conneries, mais au niveau du basket, je progressais beaucoup. J'étais peut-être celui qui en arrivant était le moins fort, le moins abouti au niveau des fondamentaux. Physiquement, j'étais peut-être le moins prêt aussi par rapport à ceux qui étaient déjà en place et ceux qui arrivaient.
Mais j'ai eu un très bon formateur qui est Jean-François Martin, qui a sorti d'ailleurs tous les plus grands joueurs de Cholet qui ont été draftés par la suite. J'avais aussi cette mentalité de vainqueur, de vouloir être meilleur que les autres aussi, ce culot aussi, parce qu'il faut du culot quand tu es sportif professionnel, prendre des tirs que personne ne voudrait prendre et que tu mets, ben parfois ça te propulse, ça te fait gagner des matchs et ça te fait progresser et ça te met en avant par rapport à d'autres. Donc voilà, j'ai fait des conneries, l'école je vais lâcher très rapidement. Pour tout miser sur le basket, j'avais pas d'option B. T'étais avec Michael Gelabal, c'est ça Michael Gelabal, il a 3 ans de moins, je l'ai accueilli. À Cholet, ouais. Je t'ai accueilli, il est arrivé, il était encore cadet. J'ai vu son arrivée à Cholet, Mike Gelabal. Un autre joueur, ancien joueur de Nancy aussi. Mike, c'est mon ami, Mike. Mike, Michael, I got the ball. Michael Gelabal, je l'ai vu arriver tout chétif comme ça, il est arrivé à la mairie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il sait, lui, tout ça. Et on lui dit, vas-y, et nous, tu sais dunker? Il dit, oui, je sais dunker, vas-y. En fait, il était en chaussures de ville, en jean, en doudoune, il est arrivé, il nous a claqué un 3-6, on a dit, ah ouais, d'accord, pas mal, Michael Gelabal. C'est une belle histoire. Et donc, quand t'as commencé ta carrière en pro, donc tu démarres c'était en pro B que t'as commencé? Ouais, j'étais prêté, en fait, Cholet me prête à Mulhouse. En Pro B, ma première expérience professionnelle. J'avais quoi, 20 ans, je débarque à Mulhouse. Et là, tu passes de centre de formation à on te fait à manger, on te fait ta lessive, on t'emmène d'un point A à un point B, t'as ton appartement, tu dois te faire à manger, tu te débrouilles pour aller à l'entraînement, obligation de résultat, des mecs qui sont payés, des joueurs étrangers, la concurrence. Donc ça m'a fait tout drôle. J'ai eu du mal. Cette année a été compliquée. J'ai sympathisé avec Germain Castelnau, qui est aujourd'hui aussi un très bon ami, qui est coach maintenant d'Orléans, qui lui était sur la fin de carrière, donc il m'a pris un petit peu sous son aile. Je sais pas pourquoi ça a matché d'ailleurs. Lui, il devait avoir 35, 36, moi j'avais 20 ans, et il m'a pris sous son aile. Donc je traînais avec lui, mais ça a toujours été dans mes habitudes toute ma vie. J'ai toujours eu des amis souvent plus âgés que moi, parce que moi j'avais toujours cette soif de connaître les histoires, les anecdotes. Moi j'adorais rester à table, écouter les gens parler. J'avais envie de m'enrichir de toutes ces histoires et de connaître aussi la culture basket et la culture le passé des gens. Donc c'est peut-être ça, pour ça aussi ça a matché, mais après sportivement ça a été compliqué. Après, j'y arrivé en mode petit con, meilleur joueur espoir l'année dernière, je sais tout, j'ai rien à apprendre, je vais tous vous défoncer. C'est les erreurs de la jeunesse, quand on avait 21 ans. Voilà, donc le coach, il me dit, oui, je sais déjà ce que tu me dis, t'inquiète pas. Puis au final, je joue pas beaucoup. Il y a des matchs où je joue, je fais des coups d'éclat, d'autres où je joue moins. Je suis suspendu une semaine parce que j'ai dit que voilà, ce qu'on faisait c'était de la merde. Bref. L'histoire de ma vie, quoi, toujours dans les embrouilles, quoi. Ramener un petit peu. Erreur de jeunesse, ouais. Et après, t'es parti c'est à Lausanne que t'as fait un premier. D'abord, je suis à Nantes. Ouais. Okay. Où je refais une année catastrophique en termes de comportement. Et en Pro B encore là. Ouais, en termes de comportement, en termes de temps de jeu aussi. Donc, au bout de 2 ans, j'étais un peu grillé du basket français, comme ingérable, incoachable. C'est où ce que ça va vite, tu te rends compte, quoi. Tu te dis, tu fais 2 ans, là où tu prends pas forcément que du bon bout et ça peut te griller ta carrière. Ah oui, bah là, là, je suis passé pas loin de la correctionnelle. Et de devoir rechercher un travail ailleurs que dans le sport. Et merci à Lausanne alors, merci à Lausanne, on m'envoie. D'abord, je fais une préparation, j'ai pas de club, je vais à Épinal m'entraîner avec Christian Monchot au Jet Vosges. Je dormais chez Christophe Imbert à l'époque, qui m'a accueilli. Donc on allait s'entraîner tout ça. Puis j'ai eu une offre de Lausanne, donc j'ai pris un train, Épinal-Lausanne en train. Je partais un peu dans l'inconnu, je sais pas moi, 22 ans, on s'envoie à Lausanne. Pour un essai. Ah oui, pour un essai, exact. Et je fais un entraînement et au bout de l'entraînement, on me dit c'est bon, t'es pris. Je dis d'accord. Ah c'est ça, c'est l'essai, c'est un entraînement. Ouais. Après c'était encore le basket à l'époque là-bas était semi-pro, donc il y avait pas beaucoup, c'était pas structuré. Il y a un mec du club qui me dit bah c'est bon, tu restes, on te propose 500 € par mois, un appartement et puis tu peux manger au restaurant du club. Je dis bah ok d'accord. 500 € par mois en Suisse, c'est pas beaucoup, hein, je préfère te le dire. Tu vois au McDo, le menu best-of à 25 €, faut payer la mayonnaise, faut payer le ketchup, ça va vite. Et tu prends l'appart et tu prends les voilà, payés par le club, quoi. Tu prends l'appart, après le problème c'est que c'est un entraînement le soir seulement. Là t'es obligation, limite là tu sais que faut pas déconner, quoi, faut là je sais que c'est ma dernière chance. Déjà j'en ai une, je sais que si je réussis pas après c'est mort. Et puis tout seul là-bas, ça m'a permis aussi de peut-être remise en question aussi, de dire, te rends compte où t'es dans un championnat semi-amateur, à prendre 500 balles par mois, ça rend à vivre dans un studio. Alors Lausanne, c'est une ville magnifique, hein,
Mais à t'entraîner une fois le soir parce que tous les mecs sont banquiers. C'est pas un pays de basket, c'est pas ils travaillent la journée, ils viennent s'entraîner le soir. Il y a que toi plus un joueur ricain qui est pro. Donc moi la journée je me faisais chier parce qu'il y avait pas de salle de muscu, il y avait pas d'accès à la salle parce qu'il y avait des écoles dedans. La journée je galérais, je traînais dans les rues de Lausanne à écouter parce que à cette époque-là et c'est incroyable. On m'avait offert à Noël le tout premier iPod. C'était sorti, ça n'existait pas, c'était le tout premier. Donc je l'avais eu, je m'étais téléchargé des chansons, j'avais galéré pour comprendre comment ça marche. Et je me baladais dans les rues de Lausanne avec mon iPod à écouter de la musique toute la journée, à visiter des trucs, à marcher. J'avais rien à faire la journée, je m'ennuyais à attendre l'entraînement le soir. Et mon soir, l'entraînement, c'était mon défouloir, quoi. Et les matchs, je marchais sur le champ. Je voyais des stats en points, t'étais à 23 points de moyenne. Oui. Après, le niveau était pas terrible, mais je pouvais shooter tous les ballons, donc ça aide aussi, mais c'est 4-5 mois à Lausanne m'ont permis de me faire du bien déjà mentalement, psychologiquement, et puis de me faire parler de moi et de montrer que j'existe encore pour qu'un autre petit club qui aime bien relancer les joueurs fasse appel à moi. Et t'es reparti à Brest, du coup, en Pro B. Et la super saison, là, du coup, j'ai vu, il y avait une demi-saison. D'abord, je finis une demi-saison et après, je prolonge d'une année. Puis là, c'est la super saison. J'ai vu 17 victoires d'affilée, quelque chose comme ça. Record absolu sur le nombre de victoires pour démarrer une saison. 17 avec l'étendard de Brest, plus petit budget à l'époque du championnat. C'est une histoire incroyable. Une équipe fait de briques et de broc avec des mecs qui doivent se rattraper comme moi, des ricains à 2500 € par mois. Des bénévoles formidables autour, et l'engouement qui prend, on part en stage. On part en stage à Tempes-sur-Lot, je crois. C'est loin, c'est dans le sud-ouest. C'est tout dans le sud-ouest. Ça me parle pas, là. Et Brest, Tempes-sur-Lot, en Renault Espace, je peux dire que c'est long, hein, mais au moins ça permet de se connaître. Et puis voilà, ça a pris. Il y avait plusieurs Renault Espace quand même. Hein? Il y avait plusieurs Renault Espace. Ah oui, il y en avait plusieurs quand même, mais voilà, on a fait un petit stage de 3 jours, c'est sympa. Puis après, ça a pris. La ville était en feu. L'étendard de Brest, c'était magnifique épopée. Puis en plus, j'ai brillé. Puis ça m'a ouvert les portes. Parce que champion de France, toi, t'es meilleur joueur français. Ouais, meilleur joueur français de la saison. On finit premier, donc on monte et on gagne les playoffs alors qu'on n'avait plus rien à jouer sur une finale à Bercy. Bref, on a parce que le premier en Pro B est automatiquement donc il y a plus à cette époque-là, oui. Il y a pas d'enjeu. Non, tu finis premier du championnat, tu montes et après t'as les playoffs qui jouent et tu joues quand même maintenant. Maintenant aujourd'hui en Pro B, le premier monte automatiquement, mais il joue pas les playoffs. Après c'est du 2e au 9e. Il joue pas les playoffs. Donc il est en vacances. Mais à l'époque, nous on jouait les playoffs quand même. Et ce qui est toujours cool parce que t'as le match à Bercy. Et en plus il y avait un enjeu pour les autres parce que si on gagnait les playoffs, c'était le 2e de la saison régulière qui montait. Et donc en finale on a joué Évreux qui eux était 3e de la saison régulière et c'était Rouen qui avait perdu en play-off et qui attendait que nous on gagne pour les faire monter, donc on a fait monter Rouen. Ouais, c'est le système qui est comme ça. Exactement. Et donc là belle année à Brest. Ouais. Magnifique. Et j'ai une question, parce que du coup, on va continuer sur ta carrière au basket, mais tu as fait plein de clubs au final. J'ai vu que tu as fait 15-16 saisons en pro. J'ai fait beaucoup de clubs. Tu as fait 12 clubs. Ouais, manque de stabilité quand même. Dans le monde dans la vie normale, quand on est pas sportif de haut, les CV, ils te diraient tu changes de travail tous les ans, c'est quand même bizarre. Ouais, alors parfois c'était moi qui voulais me barrer. Comme j'avais un contrat de 2 ans à Lasvel et au bout de la première année, j'ai voulu partir à Gravelines. D'autres. C'est des clubs qui n'ont pas voulu me garder à la fin de mon contrat, qui n'ont pas voulu me prolonger. 2 fois ça m'est arrivé, à Nancy après le titre de champion, à Nanterre après le titre de champion, parce que je suis un joueur particulier et que c'est compliqué de me supporter plus de 2 saisons parfois. Quand tu dis particulier, c'est quoi? C'est le tempérament, c'est le style de jeu? Oui, tempérament. Non, pas le style de jeu. Non, pas dans le basketteur. Je pense que le basketteur convenait à tout le monde. C'est plus le caractère, le comportement, les attitudes qui parfois pouvaient dépasser les bornes et pouvaient être pénibles parce qu'un coach, il est pas là pour gérer un joueur, il est là pour gérer une équipe. Bien sûr, ouais. Donc c'est compliqué pour lui de mettre une nounou à temps plein sur mon dos pour gérer mes impulsions négatives, que je pouvais avoir à l'entraînement ou en match, mais voilà. Donc ça m'a coûté, je pense, des passages plus longs dans certains clubs. Ouais. Est-ce que du coup tu l'avais vu, t'as loupé l'Euroleague avec 2 fois j'ai loupé l'Euroleague. C'est le plus gros regret de ma carrière, c'est de pas avoir fait une campagne d'Euroleague. Écoute, c'est comme ça, hein. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, je pense, même si à Nancy ils prennent Adrien Marmand, donc sportivement il n'y a pas photo, mais je l'ai mal vécu parce que avant la finale, il y avait les bruits qui couraient qu'Adrien venait, donc c'était un petit peu dur. Après Nanterre, Nanterre c'était très compliqué pour moi d'accepter de pas continuer.
Mais bon, c'est comme ça. Hein. Écoute, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je vais pas en vouloir aux autres. À un moment donné, quand les erreurs se répètent, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes le point commun de toutes ces choses-là, c'est que au final, c'est pas les autres, c'est vous. Hein. C'est vrai. Et sur l'aspect justement au niveau de la vie perso, quand tu changes de ville comme ça, tous les ans, tous les 2 ans, c'est à chaque fois faut avoir un appart, Enfin, comment tu vis ça en fait en tant que... Écoute, tu prends pas la tête, tu te dis bon bah je prends un truc et puis je sais pas, nous on est habitué à vivre comme ça. Ouais, on est habitué à vivre comme ça, donc c'est pas dramatique en soi. L'appartement, tu sais, quand t'es sportif pro, t'es un assisté. Hein, là, t'arrives dans la nouvelle ville, l'appartement il est déjà prêt okay. Avec les meubles. Donc bon, ça c'est pas quelque chose de très compliqué à gérer. Moi j'aimais plutôt ça. J'aimais bien découvrir des nouvelles villes, une nouvelle salle, un nouveau club avec des nouveaux salariés, des nouvelles personnes. Moi j'aimais bien. J'étais friand de découvrir ça. Parfois je me lassais. Donc parfois j'avais besoin aussi de voir ailleurs. Mais écoute, non, ça fait partie du métier de sportif professionnel de bouger. Donc, ouais, du coup, c'est ça qu'en extérieur on se rend pas forcément compte. Oui, après c'est compliqué quand t'as les enfants. Moi j'en ai eu, mais sur la fin de ma carrière, il y avait des enfants qui étaient pas scolarisés. Donc mon enfant était petit quand je finissais ma carrière. Donc c'est plus facile de l'embarquer à droite à gauche. Mais pour des joueurs qui ont des enfants scolarisés, devoir bouger comme ça chaque année, c'est difficile aussi parce que les enfants ils perdent un petit peu leur repère. Ils ont pas le temps de s'adapter, pas le temps de faire un cercle d'amis, c'est plus compliqué pour les enfants scolarisés que pour les parents. C'est vraiment ce que tu dis, j'avais déjà entendu quand tu as assisté un peu les sportifs pros, c'était Yannick Agnel qui avait dit dans un podcast, c'était dans Nouvelle École, un autre podcast qui interviewe des différentes personnes qui arrêtaient l'année dernière, et il expliquait, comme tu disais, que en fait je sais pas si tu vois Yannick Agnel, le nageur. Oui, oui, merci. Non, tout le monde connaît pas. C'est vrai que tu baignes dans le sport, mais tout le monde le connaît pas, Yannick Agnel. Et il racontait justement que ça lui avait fait très bizarre qu'elle avait arrêté sa carrière parce qu'il fallait se redriver. Mais il faut que les gens se rendent compte que les sportifs pros, on ne branle rien, mis à part s'entraîner. Tous nos papiers sont faits par des gens, déclarations d'impôts sont faits par des gens, accident de travail, tout est fait par les gens, demande de carte vitale, demande de mutuelle. Tu joues quoi? On fait rien, tu t'entraînes. Après, c'est fait en sorte aussi pour que tu n'aies pas d'autres choses à faire et que tu sois vraiment concentré sur le terrain et sur le basket pour être performant. Mais il faut aussi se rendre compte que quand ça s'arrête, il y a certains, alors encore moi, je savais comment faire des trucs parce que je m'étais renseigné, mais t'as certains joueurs qui, quand leur carrière s'arrête, ils ne sont incapables de faire quoi que ce soit au niveau papier. Et c'est dramatique. T'as des mecs qui se retrouvent avec, j'ai pas payé mes impôts, j'ai pas fait des trucs comme ça, donc c'est difficile. Oui, nous sommes assistés, très clairement. Okay, bon, c'est un truc que les gens savent pas forcément de l'extérieur. Et pour revenir du coup même pour prendre, je continue, même pour prendre rendez-vous chez les médecins, tout ça, on prend tous les rendez-vous, tout ça, on nous dit juste à 14h, faut que tu sois là, voilà. Les choses courantes de la vie. Exactement. Tu les apprends à 35 ans, du coup, après ta carrière, quoi. Et après, t'es parti pour revenir sur tes différentes expériences dans le club, t'es parti à Split. Ouais. Ça, c'est où? C'est en Croatie? C'est où Split? C'est en Pologne ou Croatie? C'est pas où c'est Split? C'est en Croatie, non? Bah oui, c'est en Croatie. C'est en Croatie, hein. D'accord, ouais. Là, t'es parti en Croatie comme ça et là, c'était assez compliqué, non? Parce que c'était compliqué. Globalement, l'expérience est positive. En fait, je finissais 2 saisons à Gravelines, où individuellement j'étais plutôt bon, alors que collectivement ça avait été compliqué. Puis je me suis dit tiens, j'ai envie de me barrer à l'étranger, j'ai envie moins de goûter ça. Alors j'attirais pas forcément les grands championnats et les grands clubs, mais quand Split est arrivé, moi qui suis un amoureux de mon sport, Split, ça me parle forcément. Hein, la Jugoplastica, le titre qui a tant dominé, l'équipe qui a tant dominé en Europe. Par le passé avec Toni Kukoc, avec Dino Radja, avec des joueurs légendaires. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et puis je suis arrivé. Ce qui m'a posé un souci, c'est qu'en fait j'ai fait la campagne d'équipe de France de qualif l'été avant Split et que j'ai pas pu faire de prépa avec eux. En fait, je suis arrivé et le championnat commençait une semaine après. Donc pour une première expérience à l'étranger, j'aurais voulu faire 1 mois et demi de préparation avec eux, apprendre à connaître mes coéquipiers, apprendre à connaître la culture, apprendre à connaître le coach, ses façons de jouer. Et là, t'es arrivé direct au début. Et je suis arrivé, et le championnat commençait une semaine après, donc j'ai fait un match amical avec eux, et ça a été compliqué, et ça a mal débuté en fait. J'ai pas eu le temps de bien m'adapter, mais globalement, j'en tire que du positif, des séances d'entraînement très dures, un coach magnifique que j'ai adoré, avec qui j'ai adoré partager ces quelques mois-là très durs sur le terrain, mais très humain en dehors, des coéquipiers aussi formidables qui m'ont vraiment aidé. Des mecs avec qui je suis toujours en contact, une ville magnifique, Split au bord de plage, c'est bord de mer, c'est une ville exceptionnelle, une qualité de vie, de nourriture, franchement c'est magnifique. Alors j'ai souffert sur certaines séances d'entraînement parce que c'était dur, c'était intense, j'ai dû quitter ce club parce que j'étais plus payé.
Mais globalement, Parce que c'était le club avait des problèmes financiers du coup. ouais, et puis enfin comme beaucoup de clubs dans ces coins d'Europe là, parfois il y a le salaire qui arrive pas, et puis quand tu vas les voir, ils te disent demain, c'est leur mot préféré, demain, tomorrow. Il y a pas de contrat de travail. Ah non, à l'époque c'était compliqué. Maintenant tout est un peu plus Professionnalisé. légiféré par la FIBA, à qui tu peux déposer des recours et tout ça, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc voilà, j'ai dû quitter parce que j'étais plus payé. Donc à un moment donné, je suis quand même loin de tout le monde. Ouais. Ça reste quand même mon métier, même si c'est ma passion et un plaisir de l'entraînement, mais ça reste quand même un métier, mon gagne-pain, quoi. Donc j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après j'ai dit écoutez, stop, moi je rentre à la maison. J'ai entendu une histoire, je sais pas si tu veux la raconter, l'histoire du poker à Split là. Ah. J'ai entendu, alors tu l'as déjà expliqué dans une émission, mais j'avais trouvé ça. Si tu veux la raconter, vas-y. Ah, je vais raconter ça de l'émission de Daniel Riolo là. Ça m'avait fait marrer en préparant. Bah parce que à Split. Ça montre un peu ton côté impulsif là. Ouais, parce que les entraînements étaient durs, donc je faisais pas grand chose, mis à part la salle, manger et chez moi me reposer, puis comme à 21h j'étais chez moi et que il fallait bien s'occuper de 21h à 23h, 23h30 avant d'aller dormir, je me faisais des petites parties de poker en ligne. Alors faut savoir déjà, j'avais bien galéré pour pouvoir accéder à ces sites de poker français, parce que avec les adresses IP et tout ça, donc il fallait je suis allé voir sur internet comment on fait pour trafiquer l'IP et tout ça. Bref, j'avais galéré et j'avais réussi. Donc je faisais des petites parties de cash game, et puis sur un tournoi à 1 ou 2 euros, soit cash game à 1 ou 2 euros, j'étais vraiment bien, j'étais en train de plomber un mec et tout ça, et puis... On va dire les gens, en 2 euros, ça veut dire la cave à 200 balles, hein, parce que quand tu dis 1 ou 2 euros, ça fait genre, tu jouais pas 1 euro, tu jouais, t'avais une cave à 200 euros du coup, sur la table. Oui, j'avais 200 et quelques de stack, mais c'était des mises, les petite blind à 1 euro, big blind à 2 euros. Et j'étais en train de plomber un mec et tout ça, j'étais en train de le plier, et puis je me dis tiens, je fais un dernier petit coup avant d'aller me coucher, parce qu'il devait être 23h30, et puis je perds de roi. Moi je mise beaucoup, le mec mise beaucoup, bref, on va jusqu'à la rivière et tout ça, et moi j'avais carré de roi, parce qu'il y avait 2 rois, sur le tapis. Donc je pense que j'ai dû gagner, donc je devais être à 350, j'envoie 350 comme ça, le mec il me suit, je suis content, bref, je crie comme ça, après je vois que je suis à 0, donc je comprends pas. Donc en fait je vais voir l'historique de la main, et en fait lui m'avait fait qu'un flush. Donc je m'étais fait niquer là-dessus. Et là j'ai disjoncté, j'ai jeté l'ordi qui est passé à travers la fenêtre, qui est tombé sur le resto en bas, qui a pété une table. Donc j'ai dû m'excuser, il parlait pas bien anglais, les flics sont arrivés, ils ont appelé mon général manager du club. Bref, au final je me suis couché, il était 2h30 du matin. Alors tu voulais jouer les petites mains tranquilles. Ouais, exactement, et le lendemain matin l'entraînement, j'ai morflé. Et du coup, j'imagine bien, t'as carré, tu te dis, bon, bah, je mise, il paye, j'aurais même pas oui, mais je vais pas regarder. Oui, j'étais content. J'ai gagné, et puis voilà. Et puis, qu'un flush, quoi. Puis j'ai eu 0, je dis, mais c'est pas possible. Bon, retour c'est la vie du poker, ça. Ouais, c'est la vie les bad beats. C'est la vie des bad beats. C'est la vie des bad beats, exactement. Retour en France après. Nancy. Dans une belle ville, du coup. Ouais. À Nancy. Que tu découvres. Beaucoup d'appréhension. Là, t'arrives dans un club, en plus, qui tombe bien. Qui vient de finir champion de France, et qui est 4 fois d'affilée finaliste en champion de France, du coup, de 2005 à 2008. Et qui finit par gagner, qui joue l'Euroleague. Moi j'ai suivi 3 années, je te disais, 3 défaites consécutives entre 2005 et 2007. Contre Strasbourg notamment. J'ai testé Strasbourg à l'époque. Tariq Kersky. Tariq Kersky et les frères Greer qui étaient passés aussi. Ricardo et Jeff. Qui jouaient à Strasbourg. Et qui ont été champions avec Strasbourg avant. Mais Nancy, beaucoup d'appréhension, parce que ville de l'Est que tu connais pas, tu te dis ça peut être froid, ça peut être. Mais au final non, ville magnifique, j'ai adoré. J'ai adoré mon passage dans C1, j'ai adoré ce club, j'ai adoré la salle qui était magnifique, qui a été refaite. Le Palais des Sports de Gentilly, le public énorme, j'ai adoré les gens dans les bureaux. Franchement, c'est un super club, le SUC Nancy. J'ai vraiment adoré, je me suis éclaté. Mon fils y est né. Donc j'ai une attache particulière avec cette ville déjà. Et puis sportivement, j'ai vécu des moments incroyables avec des coéquipiers, Ricardo et Jeff, qui sont de très bons amis maintenant, des coéquipiers formidables. John Cox, il y a eu des joueurs, c'était l'âge d'or du SUC Nancy, avec des joueurs formidables, John Meehan, voilà, et Akin Akimbala, avec qui on a été champion. 2 ans et demi merveilleux, hors sportif et dans le sportif aussi. Franchement, c'était une belle période de ma vie, Nancy, j'ai adoré.
Et, voilà. Et encore une fois, merci, champion de France J'ai sur adoré. un match de dingue. Et puis j'ai amorti la nuit aussi à Nancy, hein. La place Stanislas, l'Arc. Ah, tu connais l'Arc, les caves. Je connais l'Arc, je connais la place où La tu montes place, les escaliers pour un boîte de nuit. Le Chat Noir, avec la piste, la fameuse piste qui La piste qui tourne. tourne. Le Chat Noir, le Voilà, parc y a de la que les- Pépinière, le Playground. Il y a que les gens de Nancy qui comprendront là. Ouais, exactement. Mais non, j'adore Nancy. J'ai encore beaucoup de contacts, notamment avec le médecin du club, qui est un bon ami, Jean-Marc Geoffroy, qui est un très bon docteur et qui, quand j'ai des petits pépins, je lui passe des petits coups de fil encore. Mais franchement, j'ai agréablement surpris par Nancy. Et quand j'en parle à des gens, je dis mais Nancy c'est trop bien. Ils me disent mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, Ah, mec, vous êtes fous, c'est trop bien Nancy. C'est vraiment une belle ville. J'adore. Bah, merci pour le témoignage sur Nancy. Et après, t'enchaînes à Nanterre. C'est bien ça, hein, c'est Nanterre. J'enchaîne alors. Il y a un petit intermède entre Nancy et Nanterre. Donc la dernière saison, je suis pas conservé par Nancy. Je suis pas conservé par Nancy, donc je reste habité à Nancy parce que à l'époque la mère de mon fils est de là-bas. Donc on reste habité à Nancy et je fais la reprise de la saison avec les Espoirs, avec Pierre Verdière qui m'accueille. Donc je fais toute la prépa avec eux. Très sympa d'ailleurs. Ça me permet de garder le rythme, garder la forme. Et donc la mère de mon fils accouche le 30 août. Donc déjà j'avais repris avec les Espoirs du SLUC. Elle accouche le 30 août et le 1er, j'ai une proposition pour aller à Alicante en Espagne le 1er septembre pour aller faire la prépa avec eux et si ça se passe bien pour signer un contrat. Dur parce que j'ai mon fils qui a 2 jours, Noam il a 2 jours, la mère de mon fils qui est encore à la maternité, tout ça. Je lui dis écoute, faut que j'y aille. Donc t'as pas de club à ce moment-là. J'ai pas de club à ce moment-là. Je dis écoute, j'y vais. Elle me dit ok, vas-y. Donc je pars à Alicante, qui est là aussi une ville magnifique. Et tout se passe bien. C'est dur, mais franchement, ça se passe bien. Le coach est exceptionnel. Chus Vidoreta, qui a gagné d'ailleurs la Champions League avec Tenerife il y a 2 ans, qui est un grand coach espagnol. Je joue avec un joueur qui est Kyle Singler, qui à l'époque était drafté, qui était MOP avec Duke au Final Four de NCAA. Préciser, ouais, c'est les universitaires. Ouais, les universitaires et qui arrivent parce que c'est le lockout en NBA, donc c'est la grève. Ah, c'est l'année où c'est en 2009 du coup. Exactement. L'année où il y avait c'était à cause de quoi du coup qu'ils font les lockouts en NBA, c'était à cause des salaires, c'est ça? Ouais, il y a un problème entre le syndicat, je sais pas quoi, un problème de salaire et tout. Donc Kai Singler vient jouer en Europe. T'as plein de joueurs NBA en Europe là. Ouais. Il vient à Alicante et franchement c'est une merveille de préparation. Un mois et demi, on fait des matchs amicaux, on bat Valence, je joue contre Flo Pietrus en match amical. Franchement c'est l'éclate et donc j'ai un contrat avec eux. Un contrat validé. Donc entre-temps, le mois et demi où j'ai la mère de mon fils qui m'appelle, c'est dur, enfin elle est toute seule avec mon fils qui a 15 jours, 3 semaines, donc c'est compliqué. Donc j'ai cette pression là aussi de l'autre côté. Et donc le contrat est bon avec Alicante, donc ils me gardent et tout. Et puis j'apprends 2 jours après qu'il y a un joueur américain en fait qui a un passeport espagnol, que son passeport est faux. Et que donc il va être considéré comme américain et donc il y a plus de place comme étranger et donc c'est moi qui saute, donc je suis obligé de rentrer. Entre-temps Nanterre m'appelait aussi un petit peu, m'avait envoyé 2-3 coups de fil, donc je rentre et je vais à Nanterre, voilà. Nanterre qui vient de monter en Pro A à ce moment-là. C'est bien ça. Exactement. C'était la montée. Champion de France Pro B. Tout petit club du coup, enfin petit budget du moins en Pro A. Oui, petit budget, promu. J'arrive à Nanterre. Je me rappelle, j'arrive à Nanterre dans la nuit, 23h30 minuit, et le logement du club c'était une grande tour à Nanterre où c'était dur. Moi je savais à quoi m'attendre parce que à l'époque, il y a très longtemps, j'avais fait une préparation avec eux quand ils étaient en National 1, donc je les avais vus ces immeubles là. Mais la mère de mon fils, elle a très mal vécu la situation de l'immeuble nanterrien, donc on a dû changer d'appartement, donc le début a été compliqué parce que c'est un club qui part du plus bas niveau possible à Nanterre avec des bénévoles qui sont impliqués, qui ont encore pas beaucoup de moyens, qui découvrent le grand championnat qui est la Pro A avec leurs moyens à eux. Et moi qui leur demande, je veux changer d'appartement, donc ils m'ont vu un petit peu, pas Pascal Donadieu, mais les bénévoles m'ont vu comme là, il vient, il fait sa star, il veut pas habiter avec les autres, il va dans un autre appartement, donc les débuts ont été compliqués. Parce que t'étais une terrasse, il n'y a pas eu beaucoup de recrues pour la passation. Non, j'étais peut-être la recrue champion de France en titre avec Nancy, j'étais peut-être un nom français, donc ça s'est
ça a mal débuté, mais ça a plutôt bien fini ensuite. Voilà. Après, on habitait à Rouillé à ma maison, c'était magnifique, on était contents. Mais voilà, après, on fait une belle première saison où on est promu, on se maintient facilement. Et puis la deuxième, c'est la deuxième qui est huitième, incroyable. la deuxième est incroyable. On fait huitième de la saison régulière. Alors, dans la saison, oui, j'ai des accroches avec Pascal, j'ai des accroches avec mes coéquipiers, je m'embrouille. Je suis plusieurs fois recadré, mais bon. On fait huitième et puis là c'est peut-être la plus belle épopée du sport collectif français. Parce que vous vous rendez compte, les gens ne connaissent pas, mais au basket, c'est quand t'es huitième, tu joues du coup. Le huitième en fait c'est le dernier qualifié, Ouais, parce que c'est les 8 premiers et tu joues le les premier. meilleurs. Et tu joues le premier de la saison régulière qui était Gravelines, qui avait perdu 3 matchs. Et T'es pas du tout favori quoi. Ah non. Déjà faire les playoffs c'était exceptionnel pour ce club. Et puis on gagne là-bas le premier match et puis on gagne le deuxième chez nous. Donc on passe en demi, on joue Chalon qui est champion de France en titre. On les bat aussi. Et puis on joue Strasbourg en finale, et puis là, ça prend de l'ampleur, en fait, l'ampleur médiatique, parce qu'en plus on est un club parisien, enfin un club d'Île-de-France, donc tous les médias sont là autour de nous, ça fait le buzz, on peut pas jouer dans notre salle parce qu'elle est trop petite, on est obligé d'aller jouer à Coubertin. Et puis les finales, c'était à ce moment-là, c'était plus à Bercy. C'était plus à Bercy. C'était au meilleur des 5, ouais, cinq. premier qui gagne 3 matchs. Et vous gagnez combien? J'avais pas. On gagne 3-1, sauf que le premier match c'est à Strasbourg, qui ont l'avantage du terrain, et on en prend 35, je crois. Devant la télé, et là tout le monde pense que c'est fini, même nous des fois on se dit waouh, on va prendre cher et tout, puis finalement ce match il a fait plus de mal que de bien aux Strasbourgeois, et nous ça nous a pris la permis, confiance ça nous a permis de les attraper sur le match 2, et puis après à Coubertin on était tellement euphorique sur un nuage, on était intouchable je pense. Et du coup c'est là où tu disais le regret après, c'est que t'as pas été conservé. J'ai pas été conservé après. Pour la petite anecdote, le lendemain, il y a quand même la célébration du titre où on doit aller à la mairie de Nanterre, il y a machin. Moi, j'y suis pas allé parce que 3 jours avant le match 4, j'ai dit à Pascal, au fait, le dimanche là, il y a la finale de Roland Garros, j'ai 2 places et tout ça. Moi, j'y vais, c'est sûr, je te le dis. Il me dit ok, pas de problème et tout. Et je me rappelle, j'étais en train de m'étirer le jour de la finale, le jour du match 4, et Pascal il me dit bon Stephen, t'inquiète, hein, pas de souci, demain tu peux quand même aller à la finale de Roland Garros quoi qu'il arrive. Je dis ok, très bien. Donc en fait on a gagné, et j'ai même pas fait la célébration, je suis parti à Roland Garros le dimanche, je regardais la finale, c'était Federer Nadal, en plus il pleuvait, c'était moisi. Nadal 2013 ouais. C'était moisi, mais au final j'ai jamais fait les célébrations, même à Boulogne après j'ai été champion Pro B, j'ai jamais fait les célébrations parce que j'étais Toi tu l'as fait à Nancy non, sur la Pastane? À Nancy je l'ai fait, mais j'ai pas fait je sais pas, est-ce qu'il y avait le jubilé de Zizou, non de Royer, comment il s'appelle, le footeux de Nancy là. Rouillet, voilà, Olivier Rouillet qui faisait son jubilé, il y avait Zizou, il y avait Platini, et nous on était invités sur la pelouse, c'était le jour où on célébrait, mais j'étais épuisé de ma night parisienne la veille que je suis resté caché. Dormir. Non, je suis resté dormir chez moi dans mon lit. Ok. Donc pas de célébration. Non. Et donc ouais, donc là pas conservé, après tu rejoues tu retournes en Pro B après du coup, c'est ça? Ouais, enfin d'abord je retourne habiter chez ma mère. Parce qu'entre temps je me sépare de la mère de mon fils, je retourne habiter chez ma maman qui habite à Avignon, et je reprends la saison avec le club de Sorgues qui est en National 1 à l'époque, donc je m'entraîne avec eux, j'habite chez ma mère. Nancy me fait une offre, donc je prends ma voiture, je vais à Nancy. Finalement, je reste une semaine à l'hôtel, je fais les examens médicaux, je fais tous les tests et tout ça pour valider mon contrat. Et finalement, apparemment, j'ai pas le droit de sortir de l'hôtel, donc pendant une semaine, ils me disent faut pas que tu te montres et tout ça. Et pour au final me dire que finalement ça se fait pas, donc je reste une semaine à l'hôtel sans rien faire. Donc je suis déprimé. Ils te laissent parce qu'ils veulent pas que ça sache. Bah ils veulent pas que ça se sache, ils veulent pas. Bon, je sais rien. Je sais pas. C'était Alain Weiss le coach à l'époque. Mode parano final, un peu. Ouais. Après donc au final je suis en dépression. Donc là je me réfugie chez mon pote Germain Castano, mon fameux pote de l'époque que j'ai connu à Mulhouse, qui lui coach Boulogne-sur-Mer en Pro B. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Et qui est premier du championnat, donc je vais chez lui au début, je m'entraîne un peu avec eux comme ça, et puis de fil en aiguille, voilà, ça te dirait, ouais, pourquoi pas, écoute, et puis voilà, je signe chez eux, on est champion de France Pro B, et après on fait une année en Pro A un peu plus difficile où on descend. Et ton dernier club après, c'est Cholet pour boucler la boucle. Où t'avais commencé du coup. Ouais, Cholet, une dernière saison mitigée, peut-être la saison la plus dure, personnellement, parce que sportivement c'était très compliqué. Je m'y retrouvais plus, c'est là où j'ai compris que c'était la fin, parce que je m'y retrouvais plus du tout vis-à-vis de certains joueurs qui n'ont
plus vraiment d'amour du maillot, plus la haine de la défaite, qui dans le vestiaire, 5 minutes après avoir perdu, ça FaceTime avec les potes, ça écoute la musique. Toi, t'es plus de l'école, voilà, si on perd, on doit être moi j'ai content. détruit la vie de mes proches après des matchs de basket, à pas parler pendant 48 heures. J'ai fait vivre le pire. Des gens qui étaient près de moi après des matchs de basket, être affreux pendant 48 heures, à pas parler à qui que ce soit. C'est sûr, il y a des limites aussi, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre aussi ceux qui sont. Enfin, des fois, tu vois les gens sont contents après, juste après un match, ils ont perdu. Enfin, c'est. Écoute, moi j'en ai vu cette année à Cholet, donc ça m'a fait, j'ai souffert. Et puis il y a eu cette histoire douloureuse aussi où j'ai payé une connerie, de paris sportifs où j'ai parié sur le basket et que je me suis fait, c'était pas des paris. C'était pas un scandale comme Karabatic, il n'y a pas eu d'escroquerie, il n'y a pas eu de magouille, c'est juste des paris pour le plaisir parce que j'étais sponsorisé à l'époque par Winamax pour le poker et que je devais débiter du crédit et que j'avais pas le temps de faire des tours de poker et que j'avais mis au pif des matchs de basket et des matchs de Pro A comme un abruti que je suis. Et au final, je me suis fait attraper, mais c'était une histoire dure pour moi parce que qui a été traitée comme une affaire d'escroquerie, de magouille, il y avait des les gens font pas la part des choses. Il y avait des push l'équipe qui arrivaient sur le téléphone de mes parents, Stéphane Brun, Paris illicite, donc des choses qui ont touché ma famille, qui m'ont touché moi, qui avaient pris dans un engrenage médiatique. Donc ça a été une période difficile de ma vie, cette fin de saison à Cholet. C'était peut-être la période la plus dure parce que j'ai vraiment souffert de cette connerie que j'ai faite. Mais qui a été, je pense, surmédiatisé et que les gens ont fait. C'est ça que tu vois que tu contrôles rien en final, parce que t'as beau, comme tu dis, t'as fait un pari à Saint-Truc à la con, tu fais quelques euros, pas du tout organisé. J'ai dû balancer 200 balles pour au final. T'as pas truqué un match pour parier pas du 100 000 balles sur un match, quoi. Ah non, pas du tout. Pour au final être positif de 5 balles, c'était juste pour me débarrasser de l'argent plus que pour. Et du coup, c'est que tu vois qu'il n'y a pas forcément de part des choses, même des. Ouais, après, je sais que la connerie, je l'ai faite, c'est de ma faute, mais le traitement médiatique qui a été fait, j'ai trouvé ça un peu too much, mais ça m'a servi de leçon. Bon, c'est un mauvais côté. J'avais une question qui était sur c'est quoi le moment le plus difficile de ta carrière. Alors, je sais pas si c'est celui-là, du coup, enfin, d'un point de vue peut-être, s'il y a un truc qui a été compliqué à vivre dans ta carrière. Ah, celui-là a été dur parce que, en plus, je savais que c'était la fin de ma carrière, que le club de Cholet, en plus, c'était quelque chose qui a été fait quand j'étais à Boulogne, en fait, et que ça, c'est les répercussions quand j'étais à Cholet. Donc, le club de Cholet a été pénalisé. Eux aussi, j'ai trouvé ça, dans la gestion de l'affaire, j'ai trouvé ça très moyen, mais bon, c'est à l'image des dirigeants du club qui prennent pas forcément les bonnes décisions. Eux me disaient, écoute, on te vire de l'équipe, voilà, moi c'était mes derniers matchs de carrière, donc ne pas les faire, être suspendu, donc c'était la fin de la saison. Ça aurait été dur. Après ils m'ont dit, écoute, bref, ils ont cherché plein de solutions. Je leur ai dit, écoutez, moi je veux jouer les 2 derniers matchs, parce que j'ai suspendu 5 matchs, après il restait 2 matchs. Donc, dis-moi, quoi qu'il arrive, je veux jouer mes 2 matchs et tout ça. Donc, j'ai dû faire une croix encore une fois. Je fais beaucoup de cadeaux financiers à tous les clubs où je suis passé. Donc, je leur ai dit, écoutez, prenez mon dernier mois de salaire, j'en veux pas, mais je veux jouer les 2 derniers matchs. Donc, ça m'a permis de jouer les 2 derniers matchs, mais j'ai été amer de cette fin de saison avec Cholet. Ouais. Et avant d'enchaîner, pour revenir un peu sur ton style de jeu, parce que du coup, tu joues à 4, pour ceux qui connaissent pas le basket, donc c'est ailier fort. Ouais. Donc, et tu tirais beaucoup à 3 points. Quand même, en tout cas, tu contredis si, mais moi, de mes souvenirs, de ce que je voyais à Nancy, c'est que tu avais beaucoup de shoot extérieur. Et du coup, c'était pas trop, c'était moins courant. Il y a 10 ans, on voit beaucoup maintenant en NBA. Ouais, c'était la mode des ailiers forts, fuyants. Ah, c'était déjà la mode à l'époque, quand même, il y avait. Ça commençait un petit peu. Ça commençait un petit peu. Maintenant, il y a que ça. Mais c'était, Parce que le basket, il a évolué depuis. Oui, maintenant, tout le monde tire à 3 points. Même quand vous faites 2m50, vous pouvez tirer à 3 points. Mais à l'époque, c'était moins courant. Mais c'est vrai que c'était, une de mes qualités de passe, de lecture de jeu et qualité d'adresse. C'est sûr que mes qualités athlétiques étaient très très faibles, mes qualités de défenseur étaient très faibles, mais j'avais cette adresse-là, j'avais cette connaissance du jeu, cette qualité de passe qui me permettait de m'écarter et d'orienter un petit peu le jeu. Donc, je pense que sur ma carrière, j'ai exploité à 100% mes capacités. J'ai réussi à être international, à porter le maillot bleu, à être 2 fois champion de France de Pro A, 2 fois champion de France de Pro B. Donc, je pense que la carrière, avec mes qualités, même si peut-être que j'aurais pu travailler plus, je me suis peut-être pas assez dépouillé par certains moments de ma carrière au niveau des entraînements et du travail personnel, mais je pense que j'ai quand même bien rentabilisé mes qualités intrinsèques de Après, le tir, c'est quand même, le shoot, c'est du travail quand même. Est-ce que Oui, mais alors, certes, c'est du travail, mais à la base,
T'avais une adresse déjà. À la base, tous les grands shooters tous les joueurs de basket sont pas nés avec la même qualité d'adresse. T'avais une facilité que. Oui, j'ai toujours été à droite, j'ai toujours eu une main. Que ce soit au tennis, quand je joue au tennis, j'ai toujours cette main pour les amortis, pour le toucher, que je joue aux fléchettes, que je joue à la pétanque. Okay. J'ai toujours cette qualité au tennis de table, j'ai cette qualité d'adresse. Après, forcément, et ça se travaille, la répétition du tir, la répétition des enchaînements sur des situations de tir, c'est du travail en plus, mais à la base, vous êtes jamais sur le même niveau d'égalité en termes d'adresse. Il y a des joueurs qui ont cette faculté, ce don, comme un Steph Curry peut avoir un don d'adresse qu'il a décuplé avec forcément beaucoup de travail. Voilà, donc j'ai toujours eu cette adresse un petit peu naturelle. Et on n'a pas parlé sur l'équipe de France, t'as fait 2 passages, notamment un juste avant la Coupe du Monde 2006. Ouais, j'étais le dernier joueur coupé avant le championnat du monde au Japon. Mais c'était quand même, t'as fait quand même du coup toute la prépa. Oui, j'ai fait toute la prépa pendant 2 mois et demi. J'ai joué mes premiers matchs. J'ai joué mes premiers matchs. J'ai eu mes premières sélections en bleu. Ça va être incroyable. Du coup, tu devais être, le ressenti. Oui, incroyable. Surtout d'arriver là au milieu de Tony Parker, Boris Dio, Flo Petrus, Ronny Turiaf. Donc oui, j'avais les yeux grands ouverts. La grande équipe de France dans les beaux hôtels. L'hymne national. L'hymne national, forcément la Marseillaise, tout ce qui va avec. Oui, c'est un kiff. Bien sûr que c'est un kiff. On l'a entendu 10 000 fois ce discours de joueur qui découvre le maillot bleu. Oui, c'était un kiff, mais surtout de découvrir. C'est personnel quand on le vit, on le. Oui. Après, ça reste des bons souvenirs, mais j'y pense pas tous les soirs quand je me couche. Mais c'est sûr que le moment, je l'ai bien vécu, j'ai bien profité de chaque instant, de profiter des joueurs avec qui je m'entraînais, de regarder Tony Parker à son prime, parce qu'à l'époque c'était le très très grand Tony Parker que j'ai pu voir sous mes yeux. Et que ça m'a permis d'apprendre à le connaître et de lier un petit peu d'amitié avec lui. Donc, j'avais entendu que tu étais parti pendant les finales NBA 2017, c'est ça? Ouais. Tu as été rencontré. Il m'avait dit, viens voir les finales contre les Cavs. Là, c'est vraiment, pour le coup, tu parles de son prime, sur son meilleur niveau en carrière. Là, il est MVP des finales quand même. Hein. Donc, il marche sur les finales, il marche sur LeBron James, le jeune LeBron James à l'époque. Ils avaient mis 4-0. Exactement. Cleveland, sweepé. Donc, j'ai vu ça de très près chez lui. Là aussi, par contre, tu me parles de beaux moments dans ta vie, de trucs. Ça c'était un moment merveilleux où je me pinçais tous les matins pour me dire il a pas un petit studio, c'est la réalité. C'était pas en train de rêver, c'est la réalité, mais c'est pas tout à fait ta réalité à toi, donc profite un petit peu aussi. J'allais à tous les entraînements, je regardais tout ce qui se passait sur le terrain. Manu Ginobili, Matt Bonner, moi j'étais là. C'était tes premier match NBA que tu voyais ou Premier. J'étais comme dans un rêve. Avec Boris Dio. Et puis même la vie autour aussi, t'as pu aller dans sa maison, son palace, je sais pas où. Non, c'était sa première, mais c'était pas ça avec le terrain de basket. On était parti voir le chantier d'ailleurs à l'époque de la construction. Mais ça, c'était un merveilleux moment pour moi. J'ai vu le rêve. Et du coup, tu disais, t'avais une bonne relation du coup avec Tony Parker, qui est président de l'Asvel maintenant, oui. Président de l'Asvel, en fin de carrière maintenant, mais. En fin de carrière, on sait pas de quoi son avenir sera fait. On sait pas là d'ailleurs. Mais en tout cas, ça restera le plus grand basketteur français de l'histoire. Et un des plus grands sportifs français tout court même. Écoute, c'est un débat que tu lances, que j'ai souvent à la rédac de RMC Sport et qui me vaut des railleries parce que le basket est souvent raillé là-bas par mes collègues du foot. L'autre fois, c'était Zidane, Tony Parker, c'est ça? Non, pas Zidane, Tony Parker, mais moi j'avais dit dans une émission, quand Tony Parker va prendre sa retraite, ça fera autant de bruit que Zinedine Zidane. Bien sûr, je suis basketteur, donc j'ai envie de mettre en valeur mon sport, donc je suis peut-être dans l'abus, mais pour moi, Tony Parker, c'est peut-être le plus grand sportif français. Il est pas loin d'être au même niveau que Zidane sur ce qu'il a pu faire sportivement. Après, les gens vont me dire, oui, mais ça reste en NBA, des matchs à 4h30 du matin qu'on voit pas. Enfin, Tony, il a quand même eu un impact sur le basket français aussi, où il a été champion d'Europe. D'ailleurs, la NBA et puis la NBA aujourd'hui, regardez, t'as des matchs le matin, des matchs en replay, tout le monde, Tony Parker, il y a pas un mec qui a pas vu un match de Tony Parker sous le maillot des Spurs. Et puis faire ce qu'a fait Tony Parker pour un Français, s'imposer dans un sport outre-Atlantique où à l'époque c'est quand même vachement pro-américain, très peu ouvert à l'Europe. Même si Nowitzki et Tony Parker ont été ceux qui ont permis c'est un autre débat, un petit peu. Ouais, c'est un autre débat, mais Tony s'imposer comme ça dans le sport américain, c'est exceptionnel. Et puis on se disait après les débats, c'est est-ce que Tony Parker a fait plus pour le sport français que Martin Fourcade?
Il me parle de sportifs qui ont certes gagné beaucoup de choses, mais oui, ce qu'on pourrait comparer avec même un Sébastien Loeb ou des Teddy Riner, tous ces pour gens moi, qui dominent leur discipline. Pour moi, Tony, il est tout en haut. Hein. S'il tourne la tête, je pense qu'il voit Zizou, Tony. Je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que ça peut être un long débat. Et c'est pareil, je sais que t'es un grand fan pour continuer sur ces débats, de Dirk Nowitzki, du coup. Ah, Dirk. Pareil, là, qui a pris sa retraite, il y a quelques semaines. Ça a été un modèle. On a tous, je pense que tous les sportifs, hein, quand on leur pose la question, est-ce que vous aviez un modèle? Oui, moi, c'était lui. Parce que, grand, parce que cette qualité de tir à 3 points. Il te parlait, le style de jeu de parler. Le jeu, oui, je m'y retrouvais un petit peu, très peu de qualité athlétique aussi. Bon, il faisait 2m13, donc c'est plus facile pour dunker que quand vous faites 2m02, mais je me suis tout de suite identifié à lui. J'ai mangé des matchs de Dirk Nowitzki pour essayer de recopier ses tirs à une jambe, ses tirs à reculons, cette façon de tirer en déséquilibre que parfois j'arrivais à reproduire. Bon, lui, il était bien meilleur que moi, mais j'ai essayé de copier pas mal de choses à lui, mais je crois que c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer dans ma vie, qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a coûté des nuits de sommeil aussi, puisque quand il est en finale... en 2011, la deuxième. Il est déjà en 2006, il me coûte des nuits de sommeil, mais il gagne pas, donc c'est encore plus dur. En 2011, il me coûte des nuits de sommeil, mais il gagne, donc ça allait, là. Donc c'est mieux. Et puis la grosse coïncidence, c'est qu'en 2011, il gagne donc. Moi, je suis champion avec Nancy. Je vais à la maternité parce que mon fils va accoucher. La mère de mon fils s'endort parce que une péridurale, donc elle s'endort. Donc moi, je suis là avec ma Charlotte et mon costume là. Attends, je me fais chier. Donc je vais à la maternité, j'achète l'équipe. Et il y a une page, en première page, c'est Dirk Nowitzki qui va être champion NBA. Donc je me tape les 2 pages de Dirk Nowitzki en attendant que le petit Noam arrive. Donc ça, c'est aussi un bon souvenir. Mais t'avais pas vu le match, du coup, le dernier, tu l'avais loupé? Pardon? T'avais pas loupé le dernier? Ouais, non, j'ai pas vu. T'es fou, quoi. Je loupe pas la bague de. C'était en 5 matchs qu'ils avaient gagné, 4-1 ou 4-2, je sais pas. 4-2. 4-2, c'était. Ouais. 4-2, il gagne sur le parquet de Miami, il gagne sur le parquet de Miami, et Dirk Nowitzki sait qu'il a gagné, et puis il se barre parce qu'il veut pas pleurer devant tout le monde, il se barre dans le vestiaire, avant de revenir chercher le. C'était contre la super team de Miami, la première année. C'était Chris Bosh, Dean Wade et D-Wade et LeBron James. Et Chris Bosh, il ramassé, il s'est fait détruire par Dirk Nowitzki sur ses finales. C'était la première version, le premier échec, du coup. Et par contre, pour Miami. Et non, mais moi aussi j'aimais beaucoup. C'était quand je suivais le plus le basket, justement, 2005-2006. Je me souviens très bien des finales. Ils avaient perdu aussi contre Miami, pour le coup, avec un Dwayne Wade incroyable. Un très grand D-Wade à cette époque. C'était du 40 points de moyenne. C'était un peu abusé. Donc il y a une période je voulais voir avec toi aussi, c'est la transition après ta carrière professionnelle. J'imagine, dans quel état d'esprit t'es quand tu sais que ça va être la fin de ta carrière? J'ai vu que t'avais commencé un peu à faire des commentaires avec David Cosette. Donc, c'était Sport Plus Canal. Sport Plus Canal, ouais, c'était le groupe Canal, donc c'était Sport Plus. Donc tu pensais déjà, tu pensais un petit peu, c'était le kiff ou c'était genre je pense à l'après-carrière, c'est un peu un. Mais en fait, je crois que j'avais fait une interview dans un magazine en me parlant de l'après-carrière où j'avais dit moi j'aimerais bien commenter des matchs, ça doit être sympa et tout. Et en fait, c'est sorti un peu comme ça, c'est sorti comme ça. David Cosette avait dû voir ça et il en a profité que je joue à Nanterre, donc région parisienne, pour m'essayer sur me mettre 2-3 matchs vu que c'était pas loin. Donc j'ai fait quelques matchs à l'époque sur le groupe Canal Plus et sur la chaîne Sport Plus et c'était plutôt bien passé. David me trouvait plutôt pertinent et compétent. Donc à Cholet, quand arrive la fin de ma carrière, ça fait peur un peu du coup, tu dis, parce que c'est un peu peur. Non, moi j'ai pas peur. Enfin, peur, ça peut faire peur aux gens parce que moi j'ai toujours eu une seule option dans ma vie. Basketteur, c'était une seule option, j'avais pas de deuxième option. Et à la fin de ma carrière, consultant, j'avais pas de deuxième option non plus. Donc il faut réactiver les réseaux. J'avais gardé bon contact avec David, mais qui à l'époque était à l'équipe où il était plus trop dans le milieu du basket parce qu'il y avait plus trop de basket sur l'équipe. Et c'était Patrice Dumont avec qui aussi j'avais sympathisé auparavant, qui s'occupait du basket sur ma chaîne sport, parce que les droits étaient sur ma chaîne sport, donc et c'est partagé avec Bein Sport, j'imagine. Enfin, c'est les deux qui avaient du basket, quoi. Ouais, Bein, c'était la NBA, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'équipe était déjà bien en place. Donc Patrick, je lui dis écoute, voilà, j'arrête ma carrière à Cholet dans 6 mois, je vais venir habiter sur Paris parce que je savais qu'il fallait venir vivre sur Paris, venir habiter sur Paris pour être là, quoi, pour être dans le truc au niveau des médias. Donc je lui ai dit écoute, si jamais tu recherches un consultant, je suis là. Et puis Patrice a glissé mon nom aussi au patron, il a fait un peu le forcing et je suis rentré dans le groupe de ma chaîne sport. Puis ensuite
SFR Sport et puis maintenant RMC Sport et puis c'est la même chaîne, enfin c'est la continuité, c'est ça? C'est la continuité, ouais. Ma chaîne Sport a été rachetée par le groupe Altis, d'Ax Radio et SFR après l'année dernière a changé de nom. Maintenant c'est devenu RMC. Donc voilà, maintenant je suis dans le truc. J'adore. Ouais, donc là tu fais plein de trucs. En plus tu commentes. Bah, ça me permet j'ai réussi à m'étaler un petit peu dans ce groupe RMC qui a l'avantage de faire de la télé et de la radio. La radio RMC est ultra implantée dans le sport. La télé se développe de plus en plus et puis maintenant on a fait le buzz avec la Champions League en acquérant les droits de la Champions League, mais ça me permet de faire beaucoup de choses. Donc et c'est d'augmenter les audiences du basket aussi du coup. Bien sûr, plus d'abonnés. La visibilité des abonnés de Champions League, ça permet de découvrir l'offre basket aussi. Mais j'ai pu vivre des rêves aussi avec ce métier-là. Mon premier Final Four d'Euroleague l'année dernière à Belgrade, qui était exceptionnel en termes de jeu, d'organisation, d'ambiance. C'était le summum du basket européen. J'étais comme un enfant là aussi, comme un enfant de 8 ans. Je regardais tout, j'arrivais 3 heures avant les matchs. Je me rappelle David Cosette qui était au Postcom, qui m'envoyait des messages, il me dit t'es où? Je dis je suis au bord du terrain, je regarde les échauffements des mecs qui s'échauffent 3 heures avant, je regardais, j'ai étudié tout, la mécanique des mecs, leur mimique d'échauffement, on allait voir les entraînements aussi, je revoyais des anciens coéquipiers, Bobby Dixon qui est meneur du Fenerbahçe Istanbul avec qui j'ai joué à l'époque à Gravelines, il m'a reconnu, on a discuté. C'était 3 jours à Belgrade, c'était pour l'instant peut-être mon plus beau souvenir en tant que consultant. Ouais, c'était merveilleux. Après, ça me permet de commenter des matchs du championnat de France aussi, de rester aussi au bord du terrain, de pouvoir continuer à discuter avec les coachs, les joueurs qui ont été mes adversaires par le passé. Ou les fils. Les fils, exactement, ou les fils. Et puis il y a cette activité aussi radio que j'adore. J'adore vraiment. Il y a des émissions aussi, il n'y a pas que les matchs. Il y a des émissions aussi. Il y a une émission chaque lundi soir 21h 22h, c'est la seule émission de basket d'ailleurs à la radio, où on parle de NBA, bien sûr, de l'actu des Français, et puis ce ton à la radio qui est totalement différent de la télé et que j'affectionne particulièrement. Et puis ça m'a ouvert des portes aussi. J'ai fait des apparitions sur le Super Moscato Show, qui est quand même l'émission phare du groupe et de la radio. Vraiment depuis très longtemps. Oui, qui en termes de chiffres, je crois que a les meilleurs résultats sur RMC, qui est une émission géniale aussi avec un ton décalé et où je m'y retrouve aussi. Et puis voilà, je fais les grandes gueules du sport le samedi matin, où c'est de l'omnisport, parce que je suis pas que je suis spécialiste basket, c'est ce que je maîtrise le mieux. Mais je peux parler de tennis, je peux parler de foot, je peux parler de beaucoup de choses. Et puis j'ai des avis aussi sur beaucoup de choses. Et surtout, j'ose dire les choses. Et c'est ça, je pense, qui plaît. Donc franchement. C'était une meilleure opportunité. Patrice Dumont m'a mis là-dedans. J'en serais reconnaissant. David Cosette m'a mis le pied à l'étrier. C'est des garçons à qui je serais reconnaissant. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant des gens à RMC qui me font confiance et qui n'hésitent pas à me mettre sur des nouvelles choses aussi. Et ça te prend du temps, j'imagine, parce que tu dois préparer les émissions. Ça prend du temps. Parce que sur des émissions Omni, bien sûr, où on a des conducs qui sont pas axés que sur le basket. Le basket, je peux m'en sortir, même si j'aime bien sûr travailler, avoir des chiffres en ma possession pour parfois débattre et poser des arguments, mais sur des trucs omni, ça demande du travail, il faut aller sur internet pour arriver avec des choses concrètes en main, pas arriver sur un débat rugby et pas savoir quoi dire, sinon tu passes pour une pipe. Donc j'aime bien arriver avec des choses concrètes et un peu de savoir. Donc oui, je bosse chez moi, mais surtout j'adore être là-bas à la rédac, parce que dès que je peux aller à la rédac, j'y vais 3-4 heures avant. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit moi j'aime bien être avec vous les mecs. On parle de sport, on se chambre, on regarde des vidéos. Et ça reste dans le sport. J'adore être à la rédaction RMC, parler avec les mecs, débattre de sport, on se chambre, on refait des kikadis, du Moscato Show. Bref, cette ambiance bureau que j'ai jamais connue de ma vie. Moi j'ai connu que des ambiances vestiaires, et cette ambiance bureau open space où tout le monde discutait des uns et des autres sur le sport, c'est ma passion. J'adore. C'est super. Et du coup, pareil pour les matchs, j'imagine que tu l'as préparé. Les matchs, oui. Chez moi, je dois avoir 80 fiches de toutes les équipes avec les numéros, nom du joueur, taille, année de naissance, nationalité, son cursus, tous les clubs où il est passé, essayer d'avoir des anecdotes. Et puis chaque match que je fais, il y a un papier avec les dynamiques d'équipe, les stats des joueurs, attaque, défense, les séries, combien de victoires consécutives, le palmarès à l'extérieur. Voilà, tous ces chiffres-là qui permettent d'alimenter une rencontre quand tu commentes.
importante. Ils te prennent c'est pas inscrit, ils te prennent en employé ou t'as ton entreprise derrière? Enfin, j'ai créé mon entreprise, SB Communication. C'est l'entreprise qui est payée par RMC. Voilà, c'est facturé. C'est des contrats de 10 mois avec un nombre de prestations, 5 jours par semaine. Donc c'est des factures de mon entreprise et je comprends. RMC règle à mon entreprise. Et donc là, le consulting, les commentaires, tout ça, et tu te vois sur d'autres fonctions de basket, éventuellement, tu t'es entraîneur ou je sais pas. Entraîneur, non, entraîneur jamais. Comme Tony Parker, j'ai pas la patience d'être entraîneur, et pour être entraîneur de haut niveau, il faut d'abord passer par les catégories jeunes. Mais ça, moi, je veux bien être entraîneur, il faut me donner le Real, il faut me donner le CSK direct, tu vois, où les mecs savent tout faire, j'ai juste à dessiner des plays. Et pas l'équipe des jeunes, hein, non, la grande équipe, donc le coaching, non, pas pour moi. S'il y a un job dans le basket qui me plairait vraiment, c'est manager général, manager sportif d'un club. S'occuper du recrutement avec le coach, gérer les contrats, de scouting, repérer, trouver des joueurs, des joueurs qui jouent dans des championnats un peu moins connus pour faire des découvertes, signer les contrats avec les agents, être en relation avec les agents, organiser les déplacements de l'équipe et tout ça. C'est vraiment un job que j'aimerais bien faire dans un club. C'est le seul truc. J'en parle souvent avec des potes, on discute de sport aussi, et je leur dis s'il y avait un taf, si j'étais milliardaire, que je voudrais faire, c'est acheter une équipe NBA. Pour gérer le sens que je trouve en NBA, c'est incroyable, justement en Europe aussi, mais tu vois, il y a le côté avec la ligue fermée, avec la draft, avec oui, il y a beaucoup le côté tu dois gérer tes tours, tu dois gérer tes différentes années. Le côté un peu football manager, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, mais bon, faut beaucoup d'argent, là, pour aller racheter. Pour acheter une franchise NBA, il faut gagner plusieurs fois l'auto. Faut se lever tôt, ouais. Et voilà, ça fait partie des choses ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et non, mais ça fait une longue carrière quand même, 16 ans plus 16 ans. Plus maintenant 5 ans déjà, ouais, ça fait 4 ans peut-être que tu fais du c'est ma 3e année, je crois. 3e année. Je sais pas, ça passe tellement vite, je me rappelle plus. Moi, j'ai plus les années, mais ça fait pas mal en tout cas. Et du coup, t'as d'autres projets en dehors du basket, ou là c'est vraiment toujours focus basket, ou t'as d'autres. Il y a la First Team aussi, c'est vrai, j'ai pas. Il y a la First Team. La First Team, c'est une chaîne YouTube qu'on a créée avec mes deux associés. Erwan et Thomas, qui eux déjà auparavant étaient chez Dailymotion. Ils faisaient une émission qui s'appelait le Hoopcast, et ils avaient envie de s'émanciper un petit peu et de se rapprocher de YouTube. Et donc on a trouvé. Tu les as rencontrés via Hoopcast du coup? Non, Thomas, je le connaissais d'avant, d'un ami en commun qui est Kenny Grant, un ancien joueur. Donc on s'est rencontrés comme ça, et puis de fil en aiguille on a discuté. Lui il faisait le Hoopcast avec Thomas, donc il serait bien de faire un truc à 3, de créer une société. Et donc on est parti à Webedia, on est hébergé à Webedia, qui est quand même un énorme groupe pour gérer tout ce qui est. C'est eux qui gèrent tous les grands youtubeurs français. Et voilà, et puis on a créé cette société. Non, dans les cofondateurs, du coup t'étais au début. Moi, on est trois fondateurs de la société. C'était en 2016, ça, quelque chose comme ça. Ça va faire la 3e année, ouais. Ça, hein. 2016 aussi. 2016 qu'on a créé ça. Après, moi, je suis un petit peu plus détaché. C'est vraiment Thomas et Erwan qui sont ultra investis dans le truc. On s'est un petit peu élargi à d'autres sports aussi. À la base, on a fait du basket. Là, on a fait de la Formule 1. C'est la première émission de Formule 1 qui est sortie aujourd'hui. Les pistonnés. On a une émission de rugby. On a une émission de cyclisme. On a une émission de foot aussi. Donc voilà. Et puis on grandit. On essaye d'améliorer des choses. On fait des émissions de radio aussi le mardi soir où on parle avec des auditeurs peuvent nous appeler pour parler de NBA. C'est marrant, ça. Voilà, donc eux sont vraiment très très bons. Thomas et Erwan, ils sont vraiment investis dans le truc. Moi, c'est compliqué de consacrer plus de temps parce que mon activité principale elle est chez RMC. Mais tous les jeudis, je participe à l'émission le First Day Show. Et puis on essaie de grandir, on essaye de vraiment travailler avec la NBA le plus possible parce que le 20 janvier je crois 2020 il y a un match NBA à Bercy, ouais. Il y a un match NBA à Bercy. C'est quoi, c'est Milwaukee Charlotte? Milwaukee Charlotte, exactement. Yannis Antetokounmpo, Nicolas Batum, peut-être Tony Parker, mais la First Team, non, c'est bien. On a été pour la première fois sur l'émission basket, on a été dans les tendances YouTube, on était tendance 27. Numéro 27 des tendances YouTube, donc on progresse, on monte. 91 000 abonnés sur la chaîne basket. Et je sais plus sur l'autre, la multisport, je sais plus, vous êtes à combien, c'est moins, mais ça fait beaucoup d'abonnés quand même déjà. Et on voit justement la tendance, vous en faites partie de ceux qui aident ça, mais la tendance de la NBA en France, et Tony Parker a peut-être été précurseur qui a amené. Oui, après la NBA, il y a une énorme niche en France, surtout chez la jeune génération.
Voilà, puis la NBA est bon pour vendre son produit, abreuver d'images et tout ça. Puis la culture basket, et puis la culture basket NBA, elle s'élargit à la culture musique, à la culture streetwear, lifestyle, le vêtement, les chaussures. Donc il y a vraiment un gros marché à prendre en France là-dessus. Et toi, du coup, tu vois ça comment, l'évolution de la First Team? Là, vous avez lancé, il y a des projets à côté aussi qui se développent. J'ai vu qu'ils parlaient d'un documentaire en ce moment. Ils sont en train de faire un documentaire sur les Lakers, sur l'histoire de Lakers, la place des Lakers à Los Angeles dans le sport la californien, qui va sortir. Il est en train d'être monté là. J'ai vu la première partie. On a des très bons intervenants. On a un mec qui est spécialiste un journaliste du LA, je sais plus quoi, le LA Times. Voilà, le LA Times, je sais plus quoi, ouais. On a Ron Artest, Meta World Peace ou Panda, ou ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, qui est là comme intervenant. Il y a Rémi Reverchon, il y a Jacques Monclar, qui est un grand historien du basket, qui nous parle de tout ça avec des belles images, qui a été tourné là-bas, par Erwan et par Thomas lors de leur voyage à Los Angeles. Donc ça va sortir bientôt, ça fera 20-25 minutes, mais on communiquera dessus quand ça sera en place. Ouais. Faut que les gens aillent s'abonner du coup. Faut s'abonner à la chaîne First Team. First Team. Mais même pour ceux qui suivent pas le basket, c'est une bonne mise en. Ouais, puis je crois qu'on a cette touche décalée où on est capable de parler sérieusement de basket tout en étant dans la déconnade. C'est vrai que même chez RMC, tu peux pas faire ça au final. Enfin, on va un peu plus loin parfois. On va un peu trop loin même parfois dans la First Team que tu ne pourrais pas faire sur. Ce que j'aime bien, j'en parlais, j'ai d'autres potes qui suivent aussi, et c'est le côté, tu vois, où. Alors les plateaux seront stylés, enfin tu vois, c'est comme à la télé au final. Vous avez rien envie à une émission de télé. En tout cas de l'extérieur, on le voit. Nous, on se rend pas compte, tu vois, derrière ce qu'il y a derrière. On se trouve ça fait très quali. Et en même temps, c'est la bande de potes qui est là aussi. Exactement. Voilà. Sur l'émission de jeudi, c'est qu'on a voulu crever le First Day Show, un canapé, 3 potes qui sont un peu dans leur salon et qui parlent de basket. Quand tu vois Erwan et Thomas, tu sais qu'ils sont potes, et voilà, ça passe bien. Non, c'est une belle petite aventure. C'est une belle petite aventure qui progresse et qui grandit, surtout grâce, je le répète, à mes 2 acolytes. Eh ben super, écoute, est-ce que tu fais d'autres projets, ou c'est en ce moment, ça fait déjà pas mal, là t'as RMC. C'est pas mal pour l'instant. On arrive sur la fin de saison. La saison a été longue. Là, c'est le sprint final avec les playoffs de JP Elite qui vont commencer. Dans 10 jours, je vais vivre mon 2e Final Four. Alors, c'est pas à Belgrade. Belgrade, c'est une belle ville. Là, c'est à Vitoria. C'est un peu moins, kiffé. Je veux qu'il y a la folie, là, les 2 clubs turcs qui s'affrontent. Il y a l'Anadolu Efes, le Fener qui s'affrontent en demi-finale. Donc, ça va être le feu. Et l'autre demi-finale, c'est, le Real Madrid contre le CSKA Moscou. Donc, il y aura un Français, quoi qu'il arrive, champion d'Europe, parce qu'il y a des Français dans chaque équipe. Parce que les Français sont très forts. Il y a des très forts Français en Euroleague. Il y a jamais eu autant de Français dominants, cette année en Euroleague. CSKA, il y a toujours Nando De Colo qui est exceptionnel. Real Madrid, il y a Fabien Causeur qui est tenant du titre. L'Anadolu, il y a Adrien Moirement et Rodrigue Bobois, l'ancien joueur NBA, qui affronte le Fener, où il y a Geoffrey Lauvergne qui a rejoint le Fener cette année. Donc, il y a ça à vivre. Et puis, il y a les matchs de l'équipe de France féminine en préparation pour l'Euro. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur RMC au niveau basket. Il y a pas la Coupe du Monde, vous l'avez pas La Coupe du Monde, c'est on a les matchs de préparation, les matchs amicaux, mais sinon c'est Canal+ qui détient les droits des compétitions officielles de l'équipe de France féminine et masculine. J'ai juste une dernière question par rapport à moi je suis plus trop l'Euroleague d'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'y remette du coup, mais comment le niveau de l'Euroleague maintenant pour les top équipes par rapport aux équipes NBA? C'est toujours la compliqué comparaison qu'on aime bien faire. Maintenant, ça arrivait dans un passé très récent que des équipes NBA viennent faire des matchs de prépa contre des équipes Euroleague et se fassent accrocher, taper même. On se rappelle que l'Alba Berlin avait tapé les Spurs sur un tir au buzzer de Jamel McLean, le joueur américain de l'Alba à l'époque. Ça s'est rapproché très clairement que les meilleures équipes Euroleague se rapprochent des équipes du bas-fond de NBA. Maintenant, c'est difficile de comparer. Il y a toujours ce côté athlétique parce que même les équipes mauvaises de NBA, il y a des joueurs quand même ultra athlétiques. C'est pas le même jeu sur quel format? 40 minutes, 48 minutes, une ligne à 3 points à 6,75 ou une ligne à 3 points à 7 mètres et quelques. En tous les cas, il y a beaucoup moins d'écart qu'il y a 15-20 ans entre les top teams d'Euroleague et les équipes du bas-fond de NBA. Il y a un paquet de joueurs NBA aujourd'hui qui n'hésitent pas à quitter la NBA pour avoir un vrai rôle en Euroleague. Et ça se fait de plus en plus. Des Français qui ont tenté l'NBA. Exactement. Et puis, il y a un paquet de joueurs d'Euroleague aujourd'hui qui dominent l'Euroleague et qui attirent les franchises NBA qui n'hésitent pas aussi à les prendre. Et le style de jeu qu'on voit en NBA, la coup de tir à 3 points, la tendance est un peu similaire en Europe? Un petit peu.
peu. Il y a toujours c'est un petit peu plus structuré en Euroleague. Ça va un petit peu plus loin, même si ça reste fondamentalement beaucoup de pick and roll. Mais du pick and roll qui est amené un petit peu différemment. Il y a beaucoup moins de jeux en ISO quand même que peut présenter l'NBA. Maintenant, NBA, les joueurs sont tellement forts individuellement que c'est compliqué. Et puis tellement adroits aussi à 3 points. Donc, peut-être que la prochaine étape NBA sera de reculer peut-être la ligne à 3 points. Tu crois la ligne à 4 points? À 4 points, non, mais reculer la ligne à 3 points. La reculer, ouais. Ouais, je pense. Je pense pour essayer de retrouver un petit peu plus de postes de jeu. Aujourd'hui, tous les mecs de 2m20 qui se mettent à tirer à 3 points. Pourquoi pas? Ce serait peut-être, il y a une règle à changer en NBA, ce serait peut-être celle-là. C'est pas, il y avait des rumeurs, là, l'histoire de la ligne à 4 points, je sais pas quoi, ça ferait un peu trop gadget, ça fait un peu trop NBA 2K, hein, donc, reculer la ligne à 3 points, pourquoi pas? Ok. Et pour terminer, du coup, si les gens veulent te suivre, tu les rediriges vers où, des projets que tu fais? Écoutez, le lundi 21h à la radio, RMC Sport, il y a Buzzer Time, c'est l'émission de radio. Après sur RMC Sport 2, c'est à la télé, il y a une émission qui s'appelle Buzzer à 22h30 où on revient sur l'Euroleague, l'actu du Dipali, ouais, c'est en direct. C'était hier. Sinon, il y a je peux vous proposer d'autres ce week-end là, samedi, si vous écoutez le week-end du 11 mai, je sais pas si ça sera sorti. Pas sorti encore. Ça sera pas sorti, d'accord. Sinon, le week-end du 17, 18, 19 mai sera sorti. Ah non, même pas, c'est dans un mois, mais je pourrais mettre en avant d'ici là, mais ça sortira en début juin. Très bien. Bah écoute, il y a les matchs de l'équipe de France féminine qui seront sur RMC Sport, les matchs de préparation, et puis sinon sur la chaîne YouTube de la First Team, il y a des émissions là avec les playoffs. Ça va sortir quasiment une quotidienne, voilà. Et ce multisport aussi, la chaîne multisport. Et la chaîne multisport, si vous aimez la Formule 1, le rugby, le foot et le cyclisme, il y a des émissions chaque semaine. Il y a des émissions chaque semaine sur ces sports-là. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Eh ben merci à toi d'avoir pris le temps de m'accueillir et d'écouter tout ce que j'avais à dire, c'est très gentil. Allez, salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jckurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est Kurdali. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire 2 choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.